Bonjour à tous, merci pour l'invitation pour parler de ce sujet d'actualité très intéressant. Ça sera une présentation qui sera donc bicéphale, interservice avec le docteur Benoît Bédard. Pour commencer, je ne vais rien vous apprendre, la BPCO c'est une maladie extrêmement fréquente, 12% de la population sur les plus de 30 ans présente ce diagnostic, il y a un coût économique qui est relativement important et puis c'est la troisième cause de mortalité après les causes cardiaques et cancéreuses. Maladie évitable, progressive, irréversible, qui se caractérise par des symptômes mais également un trouble ventilatoire obstructif. Indirectement, il nous faut une spirométrie pour parler de ce diagnostic, c'est indispensable. Principalement lié au tabac dans nos régions, une inflammation des voies aériennes et des alvéoles, et puis une maladie qui est hétérogène. Si on prend ce diagramme de veine, on voit qu'il y a plusieurs troubles avec des chevauchements. Ça peut paraître compliqué si on enlève la composante d'asthme et puis qu'on y rajoute la trachéobronchomalacie et les bronchectasies, on commence à s'y perdre. Donc pour faciliter la présentation, faisons un retour aux sources et à deux figures historiques de la pneumologie, à savoir le blue bloater et le pink puffer. Le premier, c'est plutôt le patient bronchitique, obèse, cyanosé, qui va faire beaucoup d'exacerbations. Il y a des techniques minimalement invasives pour améliorer ces patients. Elles sont en cours d'analyse et ce n'est pas le sujet du jour, rhéoplastie, cryospray et d'énervation. Le sujet d'exposé, ça va plutôt être le pink puffer, donc c'est ce patient qui est emphysémateux, cachectique ou au minimum dénutri, moins exacerbateur, moins hypoxique, mais qui a vraiment cette distension et ce tirage important, et c'est là où la réduction de volume va avoir un intérêt. On peut pas parler de réduction de volume sans faire un tout petit peu de physiopathologie et des cours de deuxième année, puisqu'il faut revenir sur la compliance du poumon, ou plutôt la compliance du système thorax et poumon. Et puis donc la compliance c'est le delta V sur le delta P, et donc là ce qu'on voit sur le schéma du milieu, eh bien c'est que la compliance de votre poumon est la résultante des forces de la compliance au niveau thoracique mais également du poumon. Et c'est là, dans le cadre de l'emphysème, où via la destruction de tout le parenchyme pulmonaire, on va avoir un décalage de cette compliance du poumon vers la gauche avec une augmentation de cette compliance pulmonaire. Et si on va un petit peu plus loin, pour mieux comprendre, eh bien O'Donnell l'avait bien décrit en 2005 et plutôt simplifié, c'est pour ça que je reprends cette slide. On va avoir deux types de distension. Tout d'abord une distension statique, on l'a vu avec la compliance, on a les volumes pulmonaires et notamment à l'état de relaxation qui va être modifié et donc on va avoir une augmentation des volumes, notamment le volume résiduel et cette capacité résiduelle fonctionnelle qui va être augmentée chez notre patient BPCO par rapport à un sujet normal. À l'effort, on va avoir une distension qui est également dynamique. Si dans les efforts sous-maximaux il y a un intérêt, puisque si on augmente le volume de notre cage thoracique et de nos poumons, on va avoir une plus grande traction radiale sur les voies aériennes, on aura un meilleur débit expiratoire, et bien ça va très vite devenir limitant à l'effort maximal, puisque là, à ce moment-là, on va avoir une augmentation du travail respiratoire à faire à chaque inspiration, et puis on va avoir un patient qui va être pléthorique, qui va être rempli d'air, avec un aplatissement du diaphragme, une perte de fonctionnalité de votre diaphragme, et on a les problèmes et la symptomatologie que l'on a décrite précédemment. Les conséquences de cette distension, on les connaît bien chez nos patients BPCO, c'est un retentissement sur la dyspnée et les activités quotidiennes. Pour faire une comparaison, quand on compare cela au sujet avec un cancer non à petites cellules en phase terminale, on voit que la qualité de vie est pire dans le cadre de la BPCO sur différents items, que ce soit l'anxiété, l'état mental, l'état général, la dépression, chez nos patients BPCO. Et puis enfin, quand on a une distension, on voit qu'on a un surrisque de mortalité pour nos patients, et donc il faut intervenir vraiment chez ces patients, que ce soit sur les symptômes ou pour évaluer la mortalité. Rapidement, les objectifs et bénéfices attendus de cette réduction de volume, c'est en diminuant la taille du poumon qui est noire sur le scanner, on va réduire les zones qui sont les plus détruites, en laissant de la place aux zones saines, avec une amélioration au niveau des fonctions pulmonaires. On va restaurer la fonction diaphragmatique. On va améliorer la capacité d'épuration du CO2, et puis ensuite amélioration de la qualité de vie, de la survie, des données qui sont maintenant démontrées au niveau hémodynamique, et puis également au niveau métabolique.
Alors c'est très bien, mais qui sont ces patients? Si on simplifie, c'est BPCO sévère. Sévère, ça veut dire stade 3, enfin groupe 3 et groupe 4. Ça veut dire un VEMS inférieur à 50% du prédit. Donc ce n'est pas les patients qui sont stade terminal, BPCO à 10% auxquels il faut penser. C'est bien avant. C'est des patients qui doivent être stables. Et c'est des patients qui doivent être symptomatiques malgré un traitement médical optimisé. Et dans le traitement médical optimisé, on n'oublie pas la réadaptation. En pneumologie, c'est un des meilleurs traitements et il faut vraiment y penser chez ces patients. Puis après, on a plusieurs critères, on a toute une multitude de critères qu'on pourrait simplifier en critères cliniques, critères fonctionnels et critères radiologiques. Dans les critères cliniques, un sevrage du tabac, ça semble évident. Dans les critères fonctionnels, on a dit, c'est des BPCO de stade 3 ou 4, donc un VEMS inférieur à 50%. On a parlé d'une distension, donc on a des critères qui sont issus des différentes études, supérieurs à 175 ou 200%. On évite les hypertensions pulmonaires, on évite les patients qui ont recours à une ventilation non invasive, et puis on a besoin bien évidemment de ce scanner pour évaluer à la fois le parenchyme et la vascularisation. Quelles sont les options interventionnelles que l'on a? Finalement, on commence à en avoir pléthore, qu'on pourrait classer en chirurgical, ça c'est le docteur Benoît Bella qui va en parler, puis endoscopique. Et dans les endoscopiques, on les divise en deux, modification de flux et puis effet mécanique loco-régional. On n'aura pas le temps de tous les évaluer aujourd'hui, mais on va faire un survol. Première technique, les valves Zephyr unidirectionnelles, c'est celles qui sont les plus évaluées. La valve, c'est quoi? C'est un petit morceau de silicone avec du nitinol, ce qui permet de garder la forme de la valve, parce que quand on l'introduit, on l'introduit avec cet introducteur où la valve est complètement comprimée. On va déployer la valve dans la segmentaire que l'on a évaluée en la poussant, et quand on la pousse, elle va prendre et épouser le segment que l'on souhaite traiter. Et donc son intérêt, via l'effet bec de canard, c'est que l'air va pouvoir sortir du segment traité, mais ne peut plus y rentrer. Et donc, après plusieurs respiration, à chaque fois il va y avoir une vidange du lobe cible, on va avoir une pneumoréduction, une fermeture du lobe qui est traité. L'intérêt, c'est quoi? C'est que c'est un dispositif que l'on peut retirer. Ça ne fonctionne pas, il y a des complications, CTRL Z et on retire le tout. Quelles sont les données? Les premières données, il faut savoir que ça a été utilisé pour les premières fois sur des cochons en 2003. Première étude randomisée, New England, c'est 2010. Ce qu'il en ressort, les deux points les plus importants, c'est qu'il faut avoir un emphysème relativement sévère, idéalement hétérogène, et puis il faut aussi et surtout avoir une scissure complète, c'est ce que l'on va voir. Un emphysème sévère, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on doit avoir un cut-off. Et ce cut-off, après plusieurs études et grâce à la quantification du scanner, on a ces cut-offs en fonction de l'unité Hounsfield que l'on va retenir. C'est plus de 50 ou plus de 30% d'emphysème dans votre poumon. On peut le simplifier en mettant des couleurs. Plus il y a de bleu et plus il y a d'emphysème finalement dans votre poumon. Puis ça va être la même chose pour la quantification de la vascularisation, qui n'a pas un intérêt énorme lors de situations vraiment typiques d'un emphysème des lobes supérieurs avec une destruction avancée, mais qui a un réel intérêt dans les formes un peu plus limites, où on se pose des questions, est-ce qu'il y a un intérêt ou non? Il faut se poser la question, est-ce qu'on va perturber ou non le mismatch ventilation-perfusion après le traitement? On l'a dit, les scissures sont extrêmement importantes. Les scissures, c'est ces lignes que tout le monde connaît, c'est pour isoler chaque lobe. Nous, on va mettre les valves au niveau des segmentaires ici, mais si vous avez des scissures qui sont ouvertes, comme à droite, l'air, au lieu de passer dans vos segmentaires, va contourner par le lobe ipsilatéral et remonter à l'intérieur. Vous n'aurez pas de pneumoréduction. Et ça, finalement, c'est quelque chose qui est assez fréquent et qu'il faut bien évidemment analyser avant de traiter vos patients. Pour cela, encore une fois, le scanner peut nous aider avec de l'intelligence artificielle. On a des mesures de fissures complètes ou pas, et puis on les classe en 3 catégories: complètes,
supérieure à 95%, partiellement complète, 95 à 80%, et puis incomplète inférieure à 80%. On peut aussi le faire visuellement. Là, on voit la scissure à droite, et puis là, elle se perd. Notre patient a une scissure qui est incomplète. Essayer de traiter le lobe supérieur droit ou le lobe inférieur droit n'apportera que des complications au patient. Et puis un des points essentiels, c'est que dans le parcours de votre patient, on peut vraiment savoir si on peut le traiter ou non seulement lors du geste, dans une grande majorité des cas, parce que là on va utiliser un petit cathéter, on va boucher l'entrée du lobe que l'on veut traiter, et on va regarder le flux et les pressions et s'assurer qu'il y ait bien une décroissance, comme en haut sur le schéma du haut, ce qui montre que votre lobe est complètement isolé et qu'en mettant les valves, vous aurez un bénéfice clinique par la suite. Les différentes études qui les ont évaluées pour des scissures qui sont complètes, eh bien, on voit qu'on a une amélioration d'une vingtaine de pourcents en regard du VEMS, une diminution de ce volume résiduel entre 400 et 800 millilitres, une amélioration du test de marche qui peut monter jusqu'à 80 mètres, ce qui est au-delà de la MCID, et puis des améliorations aussi au niveau de la qualité de vie avec une diminution du score de Saint-Georges, qui est un des scores de qualité de vie les plus utilisés en pneumologie. Vous allez me dire, c'est très bien, ça fonctionne à un court terme. Quelles sont les données à long terme? Eh bien, elles commencent seulement à sortir. On a les données de 3 ans en vie réelle et on voit que le bénéfice se maintient même s'il y a un déclin sur l'intégralité des valeurs, que ce soit le volume résiduel, le test de marche, les scores de qualité de vie ou le VEMS. Bien évidemment, on n'a pas de comparateur, donc est-ce que c'est juste le déclin des maladies? C'est difficile et ça, c'est les limites de ces études. Et puis, on a également les premières données de survie, ce qui est extrêmement important. Ça, c'est tout patient, peu importe si ça a bien fonctionné ou peut fonctionner, eh bien, on voit qu'on a un bénéfice de survie avec un gain de 1,7 ans de vie, avec une probabilité de décès qui est inférieure. Et puis les valves, après ajustement sur l'âge, le genre et la sévérité de la maladie, semblent être toujours bénéfiques pour ces patients, et c'est quelque chose de très positif. On parle du côté positif, il faut quand même parler du côté négatif, c'est les complications. La première d'entre elles, c'est le pneumothorax, jusqu'à 30% des cas. C'est des pneumothorax qui surviennent souvent assez précocement, dans les 5 premiers jours, et puis dans 70% des cas, il faut drainer le patient. Ça, c'est important parce que ça veut dire que dans le parcours de soins de votre patient, il faut avoir un service après qui est prêt à l'accueillir avec des équipes qui soient formées à intervenir 24 heures sur 24 parce qu'on reste sur des patients qui sont sévères. Il y a d'autres complications, on l'a dit tout à l'heure, on peut les retirer, mais elles peuvent se mobiliser également toutes seules. Donc, s'il y a une toute petite fuite entre la paroi de votre segmentaire et la valve, eh bien, il va y avoir un passage d'air et vous allez perdre le bénéfice de vos valves. Et puis, un corps étranger dans une muqueuse, ça peut faire des granulomes, comme on le voit en bas. Ça peut saigner, ça peut gêner les patients, on peut faire des infections. Il faut savoir quand même que dans le Gold, eh ben, c'est rentré depuis quand même 2023 dans les recommandations Gold avec un niveau d'évidence qui est A pour la thérapie par valve. On verra les autres après. Et puis les bénéfices qui sont rapportés, c'est ceux que l'on vient de voir globalement ensemble. On a parlé de la modification du flux. Maintenant, parlons des effets mécaniques locaux régionaux et principalement ces deux techniques, la vapeur et les spirales ou coils. Je ne parlerai pas des cols biologiques. Les cols biologiques, on injecte juste de la colle biologique dans le segment où il y a des scissures qui sont incomplètes pour les boucher. Dans un second temps, on met des valves. C'est un traitement en 2 temps qui n'est pas disponible actuellement en Suisse. L'ablation par vapeur, eh bien, finalement, c'est un petit cathéter qui va administrer de la vapeur, donc un irritant qui sera quantifié en calories. L'objectif, c'est de faire une inflammation qui est locale pour faire une fibrose permanente avec une atélectasie et donc une pneumoréduction. Comment ça fonctionne? Eh ben, c'est plutôt simple, c'est un cathéter avec un ballonnet. La procédure en elle-même dure moins de 10 secondes. Le temps de traitement des segmentaires ou des sous-segmentaires, c'est moins de 10 secondes. On se positionne, bien évidemment, il faut être sûr de l'endroit dans lequel nous sommes. On gonfle le ballonnet, puis il y a un générateur qui va administrer une certaine quantité pendant une certaine durée de vapeur. Et tout ça, c'est calculé via de l'intelligence artificielle avec un gros processus de traitement avant qui va dépendre vraiment du poids
du segment qui est traité, puisqu'on veut apporter une énergie de 8,5 calories par gramme de poumon. L'intérêt, c'est lequel? C'est que c'est compatible, que la scissure ou non soit complète. Donc ça, c'est plutôt un complément de la première stratégie. L'inconvénient, c'est qu'on peut traiter que les lobes supérieurs, et puis peut-être que les bénéfices cliniques semblent être un petit peu moindres et moins importants que ceux des valves, bien que restant significatifs. Les risques de ce traitement par vapeur sur les premiers essais, c'est principalement les exacerbations. C'est pour ça que les patients, il faut les suivre. On crée une inflammation locale chez des patients qui ont une maladie en lien avec l'inflammation. Ils peuvent faire des exacerbations, voire des pneumonites qu'il est nécessaire de suivre, de traiter, de monitorer de façon rapprochée durant les premières 4 à 6 semaines. C'est là où l'effet va survenir. Et puis les coils, c'est revenu à la mode parce que l'entreprise qui les fabriquait avait arrêté de les commercialiser, et puis il y a un regain d'intérêt pour ça. C'est un peu moins évalué, on ne connaît pas vraiment encore les facteurs prédictifs de réponse, et puis les bénéfices sur les premières générations de coils semblent être quand même moindres par rapport aux valves, et donc c'est vraiment des traitements qu'on essaie de garder en deuxième intention. Je laisse la place à Benoît. Bonjour à tous. Donc un petit topo sur la réduction de volume chirurgicale. Ça va être assez bref. Le traitement chirurgical, avant qu'il y ait tous ces traitements endoscopiques, c'était le seul traitement palliatif pour la BPCO. Alors comment ça se passe? Le concept est très simple et la chirurgie est finalement très simple aussi. C'est simplement on va couper le poumon, la partie malade du poumon, sans faire de dissection vasculaire ou autre. Donc c'est simplement ce qu'on appelle une grosse résection wedge ou résection atypique. Alors c'est une chirurgie qui est assez simple, mais qui n'est pas du tout anodine chez des patients qui sont très fragiles. Et donc historiquement ça se faisait par soit thoracotomie bilatérale ou soit par sternotomie, avec une très bonne, des résultats qui étaient très bons en termes de qualité de vie ou de fonction pulmonaire, mais chez les survivants. Parce qu'à 30 jours, il y avait quand même entre 10 et 30% de mortalité. Et puis, heureusement, il y a eu une étude qui date maintenant un petit peu, en 2003, l'étude NET, avec 1218 patients au total, et qui a comparé traitement chirurgical versus traitement médical. Et ça a permis de stratifier les risques pour certains patients et de définir certains critères. Et là, ils ont vu que chez les patients qui n'étaient pas à non haut risque de chirurgie, on arrivait à une mortalité à 30 jours qui était diminuée à 2,2%. Donc c'était des patients avec une VMC et DLCO qui était supérieure à 20%, et surtout un emphysème qui était très hétérogène et principalement dans les lobes supérieurs, et des patients qui étaient quand même assez fit en termes de capacité. Petit mot sur la chirurgie, il faisait des réductions de volume bilatérales, et puis il y avait quand même 70% des patients qui se faisaient traiter par sternotomie et que 30% par thoracoscopie. Donc ça a permis de faire les critères pour la chirurgie, la réduction de volume chirurgical qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc je ne vais pas les détailler là, mais le plus important c'est l'âge. Plus le patient est âgé, plus il est à risque de mourir en post-opératoire. Le test des 6 minutes aussi est le plus important. Et puis, ce qu'on a découvert aussi par la suite, c'est le score de Saint-Georges, qui est aussi un facteur de pronostic pour le post-opératoire.
Pour les patients avec une VEMS inférieure à 20% d'LCO, le seul traitement curatif existant, ça reste la transplantation. Pour le suivi post-LVRS, on voit qu'à long terme, on voit que les résultats restent quand même bons, avec une nette amélioration de la dyspnée, même à 5 ans, même si ça régresse comme c'est le cas avec les valves, avec une bonne satisfaction du patient et puis aussi une qualité de vie qui est améliorée. Et puis il y a une étude, là je vous montre l'étude la plus intéressante qui compare chirurgie versus valve. Malgré tout, assez peu de patients, 88 patients. Et encore, c'était dans la période Covid, donc finalement, l'outcome primaire, il était présent que chez 41 patients. Et c'était des patients qui étaient éligibles pour la LVRS et pour les valves. Et la LVRS était uniquement unilatérale. Et puis, l'outcome primaire, c'était le score de Baudet. Et puis, on voit qu'il n'y a pas de différence significative. Le score de Baudet, donc c'est un score de pronostic sur la mortalité. Et donc, il n'y a pas de différence entre ces deux traitements. Une chose toutefois intéressante, c'est que dans un des outcomes secondaires, c'était le CAT score. Donc là, c'est plutôt un score de qualité de vie sur les symptômes respiratoires. Il y avait un petit peu plus de patients. Et là, on voit que la chirurgie est un petit peu meilleure que les valves. Ce n'est pas du tout conclusif, hein, mais ça donne juste une information. Voilà, c'est tout pour la chirurgie. Je redonne la parole à vous. Pour finir, on a parlé des choses très techniques, mais il faut quand même garder la vision holistique de nos patients BPCO. J'en profite pour faire ce petit rappel, avec une évaluation initiale qui est extrêmement importante. Et puis on n'oublie pas que cette réduction de volume, c'est pour une certaine typologie de patients, et il faut bien évidemment avant avoir optimisé l'ensemble des autres solutions, que ce soit les traitements bronchodilatateurs, l'oxygène, la ventilation non invasive si besoin, la colonisation, des plans de traitement pour les patients, les vaccins, la nutrition, l'activité physique, on l'a dit, puis bien évidemment l'arrêt et le sevrage du tabac pour nos patients, c'est vraiment indispensable. Et puis, comment faire profiter les patients? Bien, il faut d'abord les screener. On a un problème de recrutement où souvent, encore une fois, on nous adresse les patients quand ils sont à un stade extrêmement avancé. Il faudrait y penser un petit peu plus tôt. Encore une fois, dès un patient BPCO Gold 3, il faut y penser, il faut checker. S'il a de l'emphysème, une dyspnée donc symptomatique, pensez à l'adresser en consultation de pneumologie. Et puis pour le pneumologue, eh bien c'est la même chose, symptomatique, BPCO de stade 3. Et là, par contre, il nous faut l'aplétismographie pour avoir les volumes respiratoires. Et bien à ce moment-là, on adresse à la consultation de pneumologie spécialisée pour en discuter à notre colloque de réduction de volume pulmonaire. Ça c'est indispensable parce qu'une bonne sélection des patients, ça améliore l'efficacité de 20 à 75% des patients. Et puis d'autres choses, pourquoi il faut les discuter au colloque de réduction de volume pulmonaire? Parce que quand on prend un effectif de patients qui sont adressés, le pourcentage de patients qui vont vraiment être traités, c'est seulement 20%. Donc il faut en discuter à un colloque multidisciplinaire. Et puis après, bien évidemment, on l'a vu, il y a des risques pour les patients, donc il faut discuter de ces risques avec les patients pour proposer le meilleur traitement, que ce soit la chirurgie ou l'endoscopie. Actuellement, on préfère toujours essayer d'avoir les solutions endoscopiques en première intention si le patient peut en bénéficier, garder la chirurgie en deuxième étape. Et puis, on peut faire soit un pont vers la transplantation, c'est-à-dire en attendant la transplantation, soit directement adresser des patients du colloque en disant qu'ils sont trop sévères à la consultation de transplantation pulmonaire. Donc, en conclusion, la réduction de volume fait partie de l'arsenal thérapeutique des patients avec une BPCO emphysémateuse. La chirurgie et les valves sont les plus étudiées avec le niveau d'évidence le plus élevé. Pensez à référer les patients qui sont symptomatiques emphysémateux avec une BPCO de stade supérieur ou égal à 3. Les critères de sélection, c'est
pour mémoire. Globalement, on les a vus entre l'endoscopie et la chirurgie, les critères sont communs pour une grande partie. La discussion multidisciplinaire, indispensable, je le rappelle. Pourquoi ? Parce que c'est quand même des gestes qui ont des taux de complications modérés ou sévères qui sont relativement élevés chez des patients qui sont relativement fragiles. Et néanmoins, on attend quand même un bénéfice au niveau de la qualité de vie, une amélioration clinique, fonctionnelle et puis une diminution de la mortalité. Et voilà les contacts si vous avez des patients dans votre suivi qui pourraient en bénéficier. Merci.